Bonsoir et bienvenue en direct sur le plateau de la télé. Le 20 octobre prochain, le peuple suisse est appelé aux urnes pour renouveler le Parlement fédéral. Ce soir, nous vous proposons un grand débat contradictoire avec une partie des candidats au Conseil national. Rappelons que cette année, le nombre de sièges vaudois passera de 18 à 19. Actuellement, on retrouve un PDC, 5 socialistes, 5 PLR, 2 Verts, 4 UDC et une verte libérale. Pas moins de 374 candidats répartis sur 24 listes se sont lancés dans la course. Et oui, Roland, et nous allons nous intéresser à des thèmes qui sont parmi les plus importants ou les plus préoccupants pour les Suissesses et les Suisses. Et on trouve évidemment la santé, avec en ligne de mire les primes maladie qui ne cessent d'augmenter. Nous aborderons ensuite le thème de l'immigration, une thématique sensible qui nous permettra de questionner les candidats sur notre rapport à l'Union européenne. Et enfin, l'un des thèmes les plus évoqués cette année, le climat. Et puis, comme lors de notre débat de dimanche pour le Conseil des États, vous avez la possibilité d'intervenir via les réseaux sociaux. Fred Vallet, vous attendez les questions. Comment est-ce que l'on peut faire concrètement ? Alors, bonsoir Roland, bonsoir Joël, bonsoir à tous. Je suis donc devant mon Facebook Live sur la page de la télé où vous allez pouvoir, vous là derrière vos écrans, poser vos questions aux candidats qui sont autour de la table. C'est moi qui vais les réceptionner et je vais ensuite les éjecter sur le plateau pour que les candidats puissent réagir. C'est simple. C'est tout simple, en effet, c'est noté. Merci Fred, on espère venir régulièrement chez vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet avec le premier débat, un petit tour de table avec quelques questions directes pour nos premiers invités. Tout d'abord vous, Pierre-Yves Maillard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 51 ans, ancien conseiller d'État vaudois, président de l'Union syndicale suisse. Imaginons que vous ne soyez pas élu au Conseil national. Est-ce que vous devrez démissionner de la présidence de l'USS ? Non. Ça ne fait pas partie des impératifs. Non, on m'a demandé d'être candidat, j'ai accepté. Je pense que c'est un bon moyen de porter les intérêts du monde du travail au Parlement, mais ce n'est pas une condition absolue. Si jamais le peuple ne devait pas m'élire, je continuerai à faire mon travail à la tête de l'USS. Isabelle Moret, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 48 ans, vous êtes donc au PLR, actuellement en poste au Conseil national. Ça vous ferait mal que le poste de première citoyenne de Suisse vous passe sous le nez si vous n'êtes pas réélu ? C'est des choses qui arrivent, pardon. Mais ça m'émeut à point de faire bouger mon micro. Je serais évidemment triste, mais c'est le jeu de la démocratie. On se présente et puis après, les citoyens décident. Sophie Michaud-Gigon, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 44 ans, vous êtes membre des Verts, secrétaire général de la Fédération romande des consommateurs. Vous avez vendu des étiquettes pour le WWF, milité contre la famine en Éthiopie, la pauvreté en Inde. Vous aimez donc les causes difficiles, c'est pour ça que vous êtes candidate au national ? La cause de la défense des consommateurs, c'est vrai que c'est une cause difficile quand on voit les lobbies qu'il y a au Parlement, effectivement. Alors, il faut croire que j'aime les défis, oui. Fabrice Moschini, bonsoir. Vous avez 52 ans, vous défendez les couleurs de l'UDC. Vous avez fait l'EPFL, HEC, vous avez une bonne situation dans le domaine de la tech. Pourquoi vous embêtez avec la politique finalement ? C'est une très bonne question. Merci. Et je suis content que vous me la posiez. À part ça, je suis docteur. Je pense que la politique, c'est absolument important en fait de se rendre compte que ça structure l'ensemble des relations que l'on a dans une société. Et que cela définit non seulement la manière dont on vit, mais aussi la manière dont nos enfants vont vivre. Et j'aime à dire que ne pas faire de politique, c'est à la fois une faute et une erreur. C'est une faute puisque c'est aller contre ses devoirs, et c'est une erreur puisque ça laisse les autres décider pour nous-mêmes. Donc je fais de la politique car je suis cohérent avec mes pensées. Voilà. Bernard Borrell, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du POP, vous aurez 67 ans dans 2 jours. Vous êtes contre l'augmentation de l'âge de la retraite, donc en fait, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Écoutez, je pense que l'important, c'est aussi que l'augmentation de l'âge de la retraite, c'est une manière qu'ont les patrons de payer moins. Parce qu'au fond, ils n'engagent plus personne, ou c'est très difficile d'engager des gens qui ont plus de 55 ans. Axel Mariam, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 41 ans, vous êtes au PDC, candidat malheureux à l'élection complémentaire pour la succession de Pierre-Yves Maillard au Conseil d'État. Bon, vous pouvez nous le dire maintenant, vous cherchez une visibilité pour les fédérales, non ?
Non, je ne crois pas. Je candidatais sur une place importante, qui est celle de membre du gouvernement cantonal. En plus, on charge vraisemblablement des dossiers de la santé. C'est ce qui s'est passé. La successeur de M. Maillard a repris ce département. Et c'est avec conviction que je me suis engagé dans ce débat. Un peu comme mon collègue Moschini, je pense qu'on doit saisir toutes les occasions d'avoir un débat et de montrer qu'on s'attache à la collectivité publique. Merci beaucoup pour ce premier tour de table. On va aborder maintenant notre premier thème, notre premier débat concernant la santé. Et lorsque l'on évoque la santé, on se tourne en général vers les primes maladie. Les chiffres sont parlants. Environ 180 francs en moyenne en 1996, 435 francs pour la Suisse romande en 2020. Les primes ont donc plus que doublé en 20 ans. Axel Marion, vous avez d'ailleurs lancé une initiative qui vise à réduire les primes. Pour vous, c'est là que le bas blesse ? Oui, absolument. Il est indispensable aujourd'hui de contrarier, de contrebalancer cette évolution dont vous avez parlé. L'initiative du PDC, elle est très simple. Elle s'appuie un petit peu sur le même principe que le frein à l'endettement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la hausse des primes dépasse la hausse moyenne des salaires, eh bien, la Confédération doit mettre des systèmes en place qui permettent de limiter cette hausse, de sorte que les citoyens, les personnes qui sont dans la rue, dans leur maison, dans leur travail, n'aient pas davantage de primes à payer. Charge au canton, à la Confédération, aux différents acteurs de trouver des solutions. Il y en a, je suis volontiers prêt à en débattre ici. On va le faire pour empêcher que cette hausse s'aggrave. Alors, exemple concret, comment est-ce qu'on peut faire avec un exemple pour empêcher les primes d'augmenter ? Alors je pense qu'au premier lieu, on pourrait faire un gel de la hausse des primes. Imaginons que cette initiative passe et qu'on est dans cette situation où les primes augmentent. On fait un gel et puis on va chercher les réserves des caisses, puisqu'on sait qu'avec 9 milliards de réserves, les caisses actuelles, dans le système actuel, sont largement au-dessus des normes légales en vigueur. Ça laisserait le temps à la Confédération et au canton et aux différents prestataires de soins de se mettre d'accord sur différentes mesures. Je pense que la priorité, c'est de lutter contre le gaspillage. On sait qu'aujourd'hui, à peu près 20% des actes médicaux, ça équivaut environ à 6 milliards de francs, sont considérés comme non nécessaires. Et c'est là qu'il faut agir, vraisemblablement, par exemple, en mettant sur pied des instances de contrôle ou un système de vérification dans le cadre des actes médicaux. Bernard Borel, on va trancher le médecin. Alors, je pense qu'il ne faut pas mettre la faute sur le patient, parce que c'est vraiment celui qui est le moins bien défendu. Et je pense qu'il faut vraiment voir qu'il y a un problème de coût et puis un problème de financement. Le problème de coût, il faut le voir chez plutôt les lobbies qui sont les plus importants à Berne, qui sont les entreprises pharmaceutiques, qui ne veulent pas diminuer leur prix. Et il y a les assurances qui, elles, effectivement, ont tendance à vouloir tout diriger et ont des comptes qui sont très opaques, qui mélangent aussi les prestations qui sont remboursées par la LAMAL et les prestations qui sont remboursées par les assurances complémentaires. Donc, n'accusez pas celui qui va chez le médecin, il ne va pas trop souvent. La question subsidiaire, c'est de dire, il va peut-être trop souvent aux urgences et qu'il devrait plus aller chez son médecin traitant. Et là, les médecins traitants doivent faire un effort parce qu'il est vrai que dans beaucoup d'endroits, à partir de 5 heures du soir, vous n'avez plus un médecin installé qui prend le patient et donc on va aux urgences. Et donc, je pense qu'il y a la médecine de proximité à développer plus, mais de grâce, n'accusez pas les patients d'aller trop chez le médecin. Ce n'est pas le bon moyen de résoudre le problème des coûts. Pierre Maillard, bien évidemment, on le sait, c'était un de vos chevals de bataille, l'augmentation des primes maladie. J'ai envie de vous dire, mais finalement, ça ne va pas si mal, parce que là, on nous a annoncé une augmentation sur le plan national de 0,2, une baisse pour le canton de Vaud de 0,3. Donc, on est en train de retrouver une sorte de stabilité. Bon, il y a 2 ans, au moment où on a fixé les primes 2018, c'était l'une des années où j'avais exprimé un plus grand mécontentement parce que ces primes étaient vraiment excessives, notamment chez quelques assureurs, dont le groupe Mutuel qui avait massivement augmenté ses primes de manière en grande partie injustifiée. Et ce qu'on a aujourd'hui, mais c'était pas gagné d'avance, c'est un léger remboursement des excédents accumulés, surtout en 2018, on verra en 2019, mais en 2018, probablement que c'est largement plus d'1 milliard qui a été accumulé en trop, juste sur cet exercice à l'échelle nationale. Donc maintenant, l'autre mesure qu'il faut quand même reconnaître et qui a été très efficace, c'est les décisions prises par le Conseil fédéral, et notamment le Conseil fédéral Bercet, sur le TARMED. Après de nombreuses années de débats pour savoir si l'État fédéral avait un pouvoir d'intervention sur le tarif, enfin, on a pu obtenir que le Conseil fédéral gagne un pouvoir d'intervention sur ce tarif. Les partisans du libéralisme disaient non,
c'est seulement les assureurs et les médecins entre eux qui doivent décider le tarif. On a obtenu finalement aussi au Parlement avec des alliances que le Conseil fédéral gagne ce droit d'intervention sur le tarif. Il a pris les mesures sur des tarifs qui étaient complètement excessifs dans certaines spécialités. Certains actes médicaux étaient remboursés 3-4 fois ce qu'ils en fait nécessitaient. Et c'est cette mesure-là qui a permis qu'en 2018, alors que les primes ont augmenté, les coûts, eux, se sont stabilisés, ont même baissé dans certains cantons, dont le canton de Vaud. Ça, c'était très efficace. Il faut continuer comme ça, il faut assumer que l'État doit prendre des décisions. Et puis, il y a, comme l'a dit Bernard Borrell, le thème du financement. Et là, je dois dire une chose par rapport à ce que vous avez dit dans la présentation. Les primes maladie sont hors de prix pour les familles et pour la classe moyenne. Mais il faut bien admettre que pour ceux qui ont revenus importants, ceux qui ont un revenu confortable, en pourcent de leurs revenus, la prime reste modeste. Donc, ça pose le problème de la réduction de primes. Et c'est ce que nous avons fait dans le canton de Vaud en renforçant les subsides pour qu'on plafonne à 10% du revenu le poids des primes dans un ménage. C'est quelque chose qu'on devrait d'ailleurs généraliser à l'échelle nationale. Isabelle Moret, merci Alain Berset, un ministre socialiste qui rétablit les choses, comme le laisse entendre Pierre-Yves Maillard. Merci. Le Parlement qui a donné la possibilité à Alain Berset d'intervenir, c'est cette fameuse loi sur la surveillance dont on a beaucoup parlé qui a permis en particulier de faire rembourser aux Vaudois ce qu'on a payé en trop en 2018. On voit ça a été très efficace. Mais il y a encore d'autres choses. On a parlé qu'Alain Berset a intervenu sur une partie des tarifs. Mais en fait, tous ces tarifs, il faudrait les revoir annuellement. Toutes les années, en 15 ans, depuis que, par exemple, le TARMED, le tarif pour les médecins existe, on ne l'a jamais révisé. Il y a eu 2 petites interventions d'Alain Berset là où il pouvait, mais on ne l'a jamais révisé. Or, c'est chaque année qu'il faudrait le mettre à jour parce qu'il y a des progrès de la médecine. Et puis, un autre point, la prévention. Pourquoi ça ne se fait pas, finalement ? Mais parce que... En fait, il faudrait une majorité ici, il faut l'unanimité de tous, puis il y en a toujours un pour dire non. Santé Suisse, pour ne pas le citer, dit quasiment toujours non. Sinon, c'est la FMH qui dit non. Il faudrait plus avoir de droit de veto et que ce soit décidé à la majorité, ceci dans l'intérêt public. Et encore un autre point, la prévention. Parce que vous savez qu'en fait, la prévention, elle n'est pas remboursée dans l'assurance maladie de base. Or, si on avait un véritable catalogue de dépistage en matière de prévention, certes, à court terme, ça va payer plus, ça va coûter plus, mais à moyen et long terme, avec l'augmentation des maladies chroniques, eh bien, ce serait une manière de maîtriser les coûts de la santé. Et moi, je serais favorable à ce que la prévention soit remboursée dans l'assurance obligatoire des soins. Fabrice Mascagni, votre avis sur les primes maladie ? Il y a une idée, par exemple, de l'indexer aux revenus ? Oui, alors écoutez, je vais un petit peu moins chanter les louanges de ce qui se passe et la situation actuelle au niveau des primes. Je trouve que malgré la réduction qu'il y a eu cette année, ces primes sont encore excessives. Je voudrais déjà saluer la qualité du système que l'on a, au niveau de la qualité des prestations et du travail des personnes qui travaillent dans la santé. Je crois que tout le monde est unanime pour dire qu'on a une très très bonne santé et on a l'espérance de vie la plus haute du monde. Mais elle est chère ? Après, j'y viendrai, après le Japon. Mais c'est vrai que les primes restent un gros problème. Je voudrais surtout, et là je rejoins M. Maillard sur le point que c'est surtout difficile pour les classes populaires et les classes moyennes. Je voudrais quand même revenir sur un point par rapport aux primes. Donc vous l'aviez évoqué, en 2000, la prime moyenne était à 180 francs. Aujourd'hui, en Suisse, elle est à 374 francs 40. Vous voyez, j'ai fait mes devoirs. Pour la Suisse allemande, hein. En Suisse romande, elle est... En moyenne pour la Suisse, monsieur. Pour le canton de Vaud, on est à 419 francs. Et je me suis amusé à regarder la prime moyenne pour Zurich, on est à 364. Donc, mesdames et messieurs, pour des prestations à peu près complètement similaires pour des structures de canton très semblables, dans le canton de Vaud, on paye 2000 francs de plus pour une famille de la classe moyenne pour exactement les mêmes prestations. Alors, j'aimerais poser la question à M. Maillard, pourquoi est-ce qu'on paye 2000 francs de plus dans le canton de Vaud pour les mêmes prestations ? Alors, il faut se poser... vous avez posé une question, du coup, on va laisser M. Maillard. Je vais continuer le développement. Juste à cette je veux juste développer le... Vous posez les questions, mais vous ne voulez pas les réponses. Si, je l'attends avec impatience. Ah bon. Et je voudrais juste dire autre chose, c'est par rapport au problème de la santé, il y a 2 choses qu'il faut différencier. C'est d'un côté le coût de la santé et de l'autre côté le niveau des primes. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le coût de la santé, on en parlera dans un instant, si jamais. Vous inquiétez pas. Comme alors, ça, on reviendra dessus, mais j'aimerais entendre M. Maillard sur cet aspect quand même intéressant. Pourquoi à Zurich, on est soigné moins cher ? On va voir M. Maillard, on aura Fred Vallée après qui va intervenir. Oui. Alors, il y aurait plein d'éléments de réponse. L'un des éléments de réponse, c'est que nous avons une charge dans le secteur ambulatoire qui est beaucoup plus forte que les autres cantons. Nos coûts de la santé
en termes hospitaliers, c'est-à-dire le nombre de séjours hospitaliers et les coûts de ces séjours hospitaliers dans le canton de Vaud sont en dessous de la moyenne suisse. Si on prend l'ensemble des coûts régulés, c'est-à-dire les soins à domicile, les EMS et les hôpitaux, le canton de Vaud est dans la moyenne suisse. On est peut-être, Zurich est vraiment un canton assez exceptionnel parce que c'est un grand canton qui se trouve un peu en dessous de la moyenne suisse, mais on n'est pas très loin si on prend les aspects vraiment du secteur dit planifié, du secteur contrôlé par l'État. Là où nous explosons les compteurs, c'est dans l'ambulatoire. L'ambulatoire hospitalier et l'ambulatoire médical, où nous avons des coûts par assurés qui sont un peu plus élevés. On a aussi des tarifs plus élevés. Le canton de Vaud a des tarifs médicaux qui sont parmi les plus élevés de Suisse. Ces tarifs sont négociés entre assureurs et sociétés médicales. Le canton peut éventuellement ne pas les ratifier, mais dans ce cas, il doit prolonger le tarif une année. Et puis, si d'aventure le canton s'avisait de fixer le tarif, il s'exposerait à des recours, parce que j'ai essayé de suggérer à la SVM, par exemple, de faire des tarifs différenciés pour la médecine générale, parce que nous ne souhaitons pas baisser les tarifs de la médecine générale, mais pour les spécialistes, on pourrait baisser ces tarifs. J'ai essayé de suggérer ça à la Société vaudoise de médecine, est impossible d'avancer, et chaque fois que l'État fait mine de ne pas vouloir ratifier les tarifs, évidemment, une guérilla juridique. Si on renforce le rôle de l'État dans la fixation des tarifs, on l'a fait, vous l'avez fait au plan fédéral, on pourrait le faire aussi sur les fixations de valeur de points, d'avoir un rôle du canton qui soit plus affirmé, soit moins soumis à ces contestations juridiques. Alors je pense qu'on pourrait commencer à diviser ces tarifs pour la médecine de premier recours, les maintenir au niveau où ils sont, le 96 centimes c'est raisonnable, mais de les baisser pour le secteur des spécialistes, là où le canton a en plus une densité. Nous avons une densité de médecins, cher monsieur, qui est parmi la plus élevée de Suisse. Nous avons une densité, notamment dans la psychiatrie, qui est hors de comparaison avec toute la Suisse. Votre parti, d'ailleurs, a refusé au canton, à l'époque, et ça nous a coûté à peu près 100 millions, nous a refusé le droit de limiter l'arrivée de médecins de l'Union européenne. On avait assez de médecins, nous avions un moratoire. Au 1er janvier 2012, la droite et votre parti, qui est pourtant contre la libre circulation, vous êtes contre la libre circulation. Je finis là-dessus, c'est très important. Vous êtes contre. Non, mais on est d'accord. Non, mais c'est le point central. Vous êtes contre la libre circulation, mais sauf pour celle des médecins que vous avez obligé au canton d'accepter. Rien que ça, chez nous, ça a été 300 installations supplémentaires. C'est près de 100 millions de surcoûts qui s'est passé dans notre canton. Donc et je conclus là-dessus. Monsieur Maillard, non, mais je conclus là-dessus. Si vraiment on laisse les cantons, on leur donne des moyens d'agir, je pense que nous pourrons atteindre la moyenne suisse et même peut-être le canton de Zurich. On n'a pas encore entendu Sophie Michaud-Gigon, mais je voudrais juste aller voir Fred Vallet, parce que bien évidemment, c'est un thème qui fait réagir sur les réseaux, hein, Fred. Oui, et nous avons Michel qui nous dit en message privé sur Facebook, je vois que tout le monde semble satisfait des primes sur votre plateau, alors que beaucoup de citoyens comme moi ne sont plus en mesure de payer leurs primes et se retiennent d'aller chez le médecin alors qu'ils travaillent. Et il pose ensuite une question, on dirait que les politiciens n'ont aucun réel pouvoir. Pourquoi est-ce que c'est impossible de prendre des décisions drastiques? Sophie Michaud-Gigon, pour vous, pourquoi est-ce que c'est impossible de prendre des décisions drastiques? Alors effectivement, ce que dit ce monsieur est juste. Il y a par exemple, entre autres, un demi-million de personnes qui sont en poursuite en Suisse parce qu'ils ne payent pas leurs primes, donc qui peuvent ensuite pas changer de modèle. Il peut y avoir même dans certains cantons des listes noires qui fait que les gens ne peuvent plus être soignés aussi. Donc c'est vraiment un véritable problème. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le réformer? Il faut voir qu'on a quand même construit petit à petit une usine à gaz. Je montre volontiers ce petit schéma. On a tendance à dire avec mes collègues à la FRC aussi que le système est incompréhensible et tellement compliqué qu'il semble même hors de maîtrise de ceux qui sont censés le réguler. Donc ça, c'est les coûts et le financement. Et puis, on est loin maintenant d'une assurance santé. On est dans une assurance maladie avec une commercialisation de la santé, des tarifs extrêmement élevés pour tout. Et puis là, je rejoins Isabelle Moret, la prévention, c'est le parent pauvre. Une question de budget, effectivement, puis il y a une question aussi de ce que fait un Parlement d'une main, puis ce qu'il fait ensuite de l'autre. Donc d'une main, il va dire ces coûts de la santé, ça va pas, il faut vraiment les baisser. Puis de l'autre, il torpille la loi sur la prévention, avec typiquement des taux de sucre dans les aliments transformés qui sont extrêmement élevés, et on sait que 80% des coûts de la santé, c'est maladies chroniques. Donc en particulier, notre addiction au sucre, complètement en lien avec ça, et le Parlement décide que non. Et là, vous avez des images extrêmement fortes, si vous avez vu le temps présent une fois,
I believe nicotine is not addictive, que disaient les sénateurs américains à l'époque du tabac. Et on avait nos parlementaires qui disaient exactement la même chose au moment de la loi sur la prévention, qui disaient que le sucre ne crée pas de dépendance. Donc Alors, on en est là dans ce Parlement. Voilà pour répondre au Isabelle monsieur. Moret, Parlement de droite. Alors moi, je suis parfaitement d'accord avec Sophie. Cette loi sur la prévention, moi, je l'ai votée au Conseil national. Les PLR vaudois l'ont votée. C'était il y a 8 ans. D'accord, donc hein. la gauche veut la voter, la droite veut la voter, mais Mais c'est le Conseil des États qui l'a enterrée. Mais c'est une majorité de droite qui l'a refusé. Oui, au Conseil des États, c'est le PDC et la gauche qui ont une majorité. Mais Non, ils non, non, l'ont non. enterrée il y a 8 ans. La loi sur Mais la prévention a été maintenant, 8 ans refusée par la droite, mais Mme Moret, heureusement, a voté pour, ce qu'il faut saluer. Voilà. Merci. Je Mais propose de- maintenant, 8 ans après, il faut revenir à la charge parce que maintenant, on a vraiment démontré par plusieurs études les effets de la prévention et sur des choses qu'on ne connaissait pas avant. En arrivant ici, j'ai vu la publicité mélanome, faites attention. C'est quelque chose dont on ne se rendait pas compte il y a quelques années, que la crème solaire, par exemple, pourrait ne pas suffire à vous protéger contre le mélanome. Donc, investir dans la prévention pour informer, ça permet d'agir sur le long terme. Après, Juste je enchaîner. voudrais juste revenir sur la question de la On va surconsommation. On va parler On des va coûts de la enchaîner sur les santé. coûts de la santé. Je vous propose, on pourra revenir en détail. Si ma mémoire est bonne, on a aussi évoqué le cas du sucre au Parlement. C'est des choses, si ma mémoire est bonne, ce sont des objets qui sont non pas abordés dans leur ensemble, mais par des objets séparés, que ce soit le tabagisme, etc. Mais je vous laisserai peut-être répondre à ça. Juste par rapport au détail des coûts, qui sont donc indexés, enfin, les primes maladie sont donc indexées au coût de la santé. Les coûts ont doublé donc en 20 ans et les primes maladie également. tout à fait vrai. Si on prend par exemple... C'est pas tout à fait vrai en fait. Les Non, primes, les primes, elles ont augmenté les primes, davantage que les coûts. primes Non. payent Alors, on a deux fois. simplement L'assurance de base. les soins dans l'ambulatoire et une partie dans des soins stationnaires. C'est très important à comprendre, c'est-à-dire que quand vous payez votre prime, vous allez payer 100% des soins en ambulatoire et 55% des soins... 45, merci, c'était un test. Des coûts en hospitalier. C'est-à-dire que quand vous faites un transfert de l'hospitalier du stationnaire vers l'ambulatoire, ce que vous faites, c'est que l'État, en fait porter le chapeau aux payeurs de primes. C'est une économie que fait l'État sur le dos des payeurs Mais, de monsieur primes. Mosconi, quand on voit Donc, que ce sur que les je veux 30 dire, c'est quand on voit que sur les 31 qu'aujourd'hui, milliards, ce transfert qui a eu vers l'ambulatoire a été porté par les citoyens qui payent des primes et ça a permis à l'État de s'enrichir. Une partie des réserves que M. Broulis a fait, c'est grâce aux primes maladie. Monsieur, Que ça Mosconi, soit dit. sur les 31 milliards, il y a 20% qui sont à cause des médicaments. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même à ce moment-là? Alors sur les médicaments, je pense qu'effectivement, il faut favoriser l'utilisation des génériques. Regardez aussi ce qui se passe en Suisse en termes de prix par rapport à l'étranger. Et là, je suis tout à fait d'accord qu'il faut plus de concurrence à ce niveau-là. La Suisse a utilisé quand même, comme je dirais, une vache à lait pour parler business au niveau des pharma. Et là, je pense qu'il faudrait intervenir. Mais C'est pas seulement en termes, justement, c'est aussi en termes de transparence. Il faut que là, dans les médicaments, il y ait une différence, pas seulement pour les génériques. Typiquement, vous avez des médicaments qui sont très innovants. L'hépatite C, ok, les effets thérapeutiques sont indéniables. C'est normal qu'il y ait une prime à l'innovation, c'est normal que le médicament soit cher. D'autres médicaments, et là les pharma jouent très bien ce jeu-là, et comme les marges ne sont pas connues, on n'en sait rien. Les autres médicaments, ils sont simplement mis à des prix élevés sur le marché et en toute opacité, je dirais, on ne sait pas pourquoi ils sont chers comme ça. Alors, parce que oui, on a encore pas entendu M. Marion et M. Borrell. Je vous rappelle juste les chiffres. On est à 20% pour les médicaments sur les 30 milliards. On est environ 20% pour les hôpitaux en séjour et 17% en ambulatoire. Une charge effectivement qui est en train de peser de plus en plus sur les primes maladie. Monsieur Marion. Mais le Parlement est en train de C'est une décider évidence. d'un- C'est une évidence. C'est une Monsieur évidence. Barrel. Je pense que la réflexion qui a été amenée, qui est ici dans le débat, sur le financement des coûts, notamment stationnaires versus ambulatoires, c'est extrêmement important. Le Parlement fédéral y travaille, des réflexions sont en cours. Il faut absolument trouver une situation, une solution par rapport à ça, c'est une évidence. Après, il faut aussi effectivement réfléchir à des solutions innovantes. Pour baisser les coûts, il y a la possibilité de travailler davantage sur la numérisation. On ne l'a pas parlé encore ici, mais il y a une capacité d'utiliser des nouveaux outils de ce type-là. Et puis, ce qui est très important, c'est la responsabilisation, mais dans le bon sens du terme, du patient. C'est-à-dire de faire du patient un copilote
de son projet de santé, des choses qui ne sont pas suffisamment utilisées aujourd'hui. C'est dans le paquet des mesures du Conseil fédéral, de davantage renseigner, informer le patient sur les coûts qui sont engendrés, mais ça ne suffit pas. Et c'est vraiment dans l'alliance entre le médecin généraliste, qui est en pilotage au fond des mesures de santé, et un citoyen qui est renseigné et qui peut aussi opter de manière intelligente, parce que les gens sont intelligents sur les possibilités de soins, qu'on trouvera des solutions. Ça vous parle ça, M. Borrell? Alors moi j'aimerais revenir sur une chose qui est importante, c'est qu'il faut remettre le patient quand même au milieu, au centre de tout ça, parce que c'est de lui qu'on parle. Il faut se souvenir que c'est lui qui doit être vraiment central. C'est le citoyen aussi qui est totalement étouffé par ces primes maladie. 40% des Vaudois ont besoin finalement de soutien de l'État. Et au fond, on discute au Parlement d'un système moniste, dit-on. Eh bien, moi, j'ai un système moniste. On l'a voté aujourd'hui. Oui, exactement. On l'a voté aujourd'hui. Oui, attendez. Eh bien, le système moniste qui, moi, me paraît plus solidaire, eh bien, c'est de créer une caisse publique qui soit financée par des primes qui soient proportionnelles aux revenus. Et laissez-moi finir. On calcule que 3,4% du salaire se suffirait à avoir autant d'argent que ce que les primes donnent maintenant cette année. Ça veut dire pour un salaire de 7 500 francs ou 7 300 francs, 250 francs, pour un salaire de 10 000 francs, 3 400 francs, 340 francs, et pour un salaire de 4 000 francs, 150 francs. C'est beaucoup moins, et les auditeurs pourront le comparer avec ce qu'ils payent, c'est beaucoup moins que ce qu'ils payent maintenant, et pourtant, on financerait de manière plus intelligente parce qu'il y aurait moins de doublons, il y aurait moins de commerce. Réponse rapidement. Alors rapidement, M. Masquelier. Parce que j'aimerais passer le patient au centre et puis placer la vision de santé publique. Et je suis d'accord avec M. Maillard, l'État, les politiciens doivent pouvoir quelque part réguler, parce qu'on dit que c'est un marché, mais c'est un marché captif. Et donc il faut pouvoir réguler, parce que si on ne régule pas, eh bien effectivement, tout part à volo. Et on va vers une situation de médecine à deux vitesses. Monsieur Mosconi, trop de liberté, tue la liberté? Pas du tout. Je pense qu'effectivement, l'État doit jouer son rôle, mais tous les systèmes et les pays qui utilisent une approche étatique, il n'y a qu'à voir en Italie, il n'y a qu'à voir en France, c'est une catastrophe. Et pour le canton de Vaud, on va prendre un exemple très clair. Il y avait une caisse vaudoise jusqu'en l'année 2000, peut-être M. Maillard s'en rappelle, peut-être que les gens ici ne s'en rappellent pas. C'est mon prédécesseur qui l'a vendu. Exactement, il a réussi à sauver pas mal d'argent aux Vaudois en la refilant à une caisse privée qu'il a reprise. Examinez mieux le dossier, vous verrez. Et c'était plusieurs dizaines de millions qui ont été sauvés. Donc, quand vous voyez, quand l'État essaye de trop faire, finalement, il défait. Monsieur et Mosconi, ça pose un problème au niveau, je dirais, finalement, des payeurs de primes qui sont ceux qui souffrent à la fin. M. Mosconi a dit deux bêtises. D'abord, sur l'affaire de la caisse vaudoise, je vous demande de regarder bien ce dossier. C'était une histoire qui s'est passée, dont acte. Mais je ne crois pas qu'on peut dire que les Vaudois ont économisé 10 ou 20 millions en donnant cette caisse au groupe mutuel. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que l'État ne s'est pas désengagé. Dans le canton de Vaud, l'État, en 10 ans, a fait passer sa participation aux frais des primes d'environ 250 millions à 780 millions. Et ça fait justement baisser la prime de manière ciblée sur les familles de la classe moyenne et les milieux modestes. Et ça participe donc aussi au développement des coûts ambulatoires. Vous avez dit que l'État s'était désengagé, c'est pas vrai. Il s'est engagé, mais il s'est engagé en faisant une politique rationnelle. Il ne s'agit pas de freiner le virage ambulatoire. Personne ne va à l'hôpital pour le plaisir. Si on peut se faire opérer en ambulatoire, c'est bien mieux. Effectivement, à cause du système fédéral qui fait peser tout l'ambulatoire sur les primes, ça crée ce déséquilibre. Mais nous avons réinjecté massivement des moyens pour soutenir, et d'ailleurs souvent contre vos idées, pour soutenir mieux la baisse de primes ciblée sur la classe moyenne, sur les familles, sur les milieux modestes. Et ça, c'est évidemment comme ça qu'on doit faire. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut quand même effectivement revoir ces tarifs, comme on a commencé à le faire. Il y a encore beaucoup de marge. Je pense qu'on peut espérer, si vraiment le Parlement se décide à donner au Conseil fédéral des moyens, je pense qu'on peut espérer modérer ces prix. Alors, le National a également adopté un projet pour que les cantons participent à hauteur de 25,5% aussi au coût de traitement ambulatoire. Est-ce qu'on ne risque pas de trop décharger aussi sur les cantons? Non, justement. Là, on a très bien vu avec l'exemple et l'échange entre M. Maillard et M. Mosconi qu'en fait, M. Maillard, donc directeur de la santé, en soi, il a bien agi. Il a
fait passer des opérations plutôt en ambulatoire, c'est-à-dire sans qu'on dorme à l'hôpital. Mais le résultat, ça fait augmenter vos primes. Mais vous n'avez pas vu vos impôts de baisser. Alors, quelle est la solution? C'est ce que vient d'évoquer M. Bazard et qu'on a voté ce matin au Conseil national, c'est de dire, les cantons, ils doivent participer à tout et les assureurs, ils doivent participer à tout. Comme ça, les cantons et les assureurs, ils arrêtent de se renvoyer la balle pour que ce soit l'un ou l'autre qui paye. Donc, c'est ce qu'on a voté ce matin et puis maintenant, ce sera la solution pour que tout le monde travaille ensemble au coût de la santé. Et Monsieur Maillard, juste un point. Vous avez voté, vous n'avez pas pris en compte les soins. Les soins au long cours. Et ça, je pense que c'est quand même... Dans la loi, on a noté de le faire dans un deuxième temps parce qu'il nous manque les chiffres. Oui, mais en même temps, vous avez jusqu'à 2026 pour mettre en route, donc ce sera quand? Vous savez que les prix des médicaments, en fait, ils sont fixés par l'État, mais ils sont revus que tous les 3 ans. Résultat, quand on a le franc phare, on ne peut même pas bénéficier de notre franc phare parce qu'il faut attendre qu'on ait fini les 3 ans. Et puis alors, vous savez quoi? Le pire, qui a le droit de recourir quand le Conseil fédéral fixe le prix des médicaments? Seulement la pharma. Donc la pharma recourt pour avoir un prix plus élevé. Et personne n'a le droit de recourir pour demander un prix plus bas. J'ai déposé une motion dans ce sens avec l'aide de la Fédération romande des consommateurs. Franchement, ça doit être égal. On doit aussi pouvoir recourir pour dire le prix du médicament était fixé trop haut. Alors, sur ce point-là, oui. Monsieur, par rapport aux deux... En tout cas, On va devoir conclure bientôt. en conclusion, comme la secrétaire générale de la Fédération romande des consommateurs, on en profite. Oui, enfin, en tant que verte, donc, ce que je voulais dire, c'était aussi notamment de reparler de la simplification du système. Et M. Marion a parlé de mesures innovantes. On est en train de discuter du dossier électronique du patient. C'est quelque chose qui va permettre une meilleure coordination. On aura des soins inutiles qu'on n'aura plus besoin de faire. On aura un meilleur suivi aussi. Mais pour ça, il faut que les cabinets privés soient également intégrés dans ce projet-là, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Et sans vraiment cette intégration de tous les acteurs de la santé, on ne pourra pas mettre en place un dossier électronique du patient. Et ça, c'est aussi bien pour les patients que pour les finances. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. On a plusieurs mesures qui sont sur la table. Si on arrive à les faire passer au niveau du Parlement, si le département de M. Berset peut prendre ces choses en main, je pense vraiment qu'on peut réformer petit à petit ce système. Merci beaucoup. Ce sera la conclusion de cette partie concernant la santé. Pierre Maillet, vous restez avec nous pour le prochain débat. Par contre, on va remercier Sophie Michaud-Gigon, Bernard Borrell, Isabelle Moret, Fabrice Moschini. On va vous voir tout à l'heure, M. Moschini et Axel Marion. On vous parle maintenant d'immigration. Vaste débat à voir dans un instant, juste après un petit rappel avec Fred Vallet. Attention, dossier touchy, plutôt éternel et passablement compliqué. L'Union européenne est-elle un danger ou au contraire une amie précieuse? En 20 ans de bilatéral entre l'Union européenne et notre pays, le peuple suisse a déjà été consulté pas moins de 5 fois. Depuis, l'UDC n'a jamais lâché l'os migratoire, si bien qu'elle vient de lancer une énième initiative pour une immigration modérée sur laquelle nous devrons nous exprimer l'année prochaine. Un détail politique? Pas tant que ça, si l'on se souvient qu'en 2014, la population avait dit oui à l'initiative contre l'immigration de masse. Une première. Sauf que c'est un Brexit suisse à lâcher KKS quand le Conseil fédéral émettait ses immenses réserves quant à ce texte. Mais le gros du morceau, c'est évidemment l'accord cadre. Si l'UDC voudrait le dézinguer au nom de la souveraineté nationale, les autres partis ne l'aiment pas particulièrement non plus. Et le PS, le PLR et le PDC disent grosso modo la même chose. La Suisse a bel et bien besoin d'une bonne relation avec le grand voisin, mais protégeant notamment les salaires, les travailleurs et les services publics. Aujourd'hui, après 20 ans d'amour-haine et plus de 120 accords bilatéraux, l'Union européenne veut un engagement plus ferme et menace même de couper le robinet. L'accord cadre, rappelons-le, c'est un contrat de mariage qui est censé régir 5 points principaux. La conformité des marchandises, les produits agricoles, le transport par les airs, le transport terrestre et la célèbre libre circulation des personnes. Ah, à propos, la Suisse vit-elle véritablement une crise migratoire ou au contraire, tout est plutôt sous contrôle ? Et nous allons aborder maintenant le sujet très large de l'immigration et des relations avec l'Union européenne. Et pour évoquer ces questions, nous avons de nouveaux invités qui sont venus même de Berne nous rejoindre. Laurent Verly, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 54 ans, vous représentez donc le PLR. Vous êtes également syndic de Montreux et actuellement, comme je l'ai dit, en poste au National. Est-ce que c'est un peu comme Freddie Mercury de Show Must Go On ? L'immigration ou le fait de siéger à Berne, de à Berne, plus ou moins à l'heure dans un débat à Lausanne. Non, alors je crois que très clairement aujourd'hui, on voit quand même que les mesures qui ont été prises et la réalité des chiffres, il faut le rappeler,
On n'est plus dans un problème d'immigration comme on a pu connaître au cours de ces dernières années, et on a même un certain nombre d'inquiétudes par rapport à ce qu'on appelle le départ à la retraite de nombreuses collaboratrices et collaborateurs, et simplement à savoir qui va pouvoir les remplacer. C'est des questions qu'on va certainement aborder dans ce débat, parce que c'est des éléments qui auront des conséquences sans aucun doute pour ces prochaines années. Alors précisons qu'on n'est encore pas dans le sujet de l'immigration, on est un peu dans la présentation là, mais on ne vous en veut pas, Voilà. pas de problème. Donc vous êtes prêt à retravailler à Berne, on va dire ça comme ça. Monsieur Mocky, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 32 ans, vous êtes le président des Verts vaudois. Votre parti espère surfer sur la vague verte qui s'annonce finalement. Les jeunes dans les rues, ils font votre boulot en ce moment. Ils font surtout le boulot que n'a pas fait la politique jusqu'à maintenant. Je pense que si les jeunes sont dans la rue, c'est qu'il y a un gros problème, celui du réchauffement climatique. Et pour le moment, les réponses qui ont été apportées ne satisfont pas une majorité de ces jeunes. Et je pense de plus en plus de la population aussi. Donc ça va être tout l'enjeu de mieux y répondre pour que ces jeunes n'aient plus besoin d'aller manifester et puissent voir avec confiance leur futur. Yvan Pahu, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 39 ans, vous êtes député au Grand Conseil vaudois, mais vous êtes également bûcheron. Alors, en matière de politique, vous êtes plutôt loup ou biche Plutôt biche. Gentil? Une gentille biche, parce qu'elle se plaît dans la forêt. C'est son royaume. Il paraît que vous avez un caractère assez fort quand même. Ouais, je pense. Une biche qui mord, alors on va dire. Ouais, une biche qui a un bon caractère. Claude Béguet, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 69 ans, vous êtes membre du PDC, conseiller national sortant. Vous étiez déjà avec nous dimanche soir pour le débat pour le Conseil des États. En fait, il n'y a pas d'autres candidats au PDC pour venir au débat? Il y a un autre candidat qui vient de passer. Et il y en a tout plein qui sont très bons. Ah, pourquoi vous ne les mettez pas alors du coup? Mais invitez-nous, faites plus de débats, on viendra à tous. Laetitia Vetex, bonsoir. Vous avez 33 ans, vous êtes ingénieur et chef de campagne de la liste des jeunes verts libéraux. Vous êtes jeune, dynamique, motivé. Vous ne voulez pas plutôt être à gauche? Ah, je ne m'attendais pas à ça. Je m'étais préparée sur d'autres choses. Eh ben non, parce que ça ne correspond pas à mes convictions. Enfin, je pense qu'on peut faire de l'écologie en adéquation avec l'économie. Et je crois qu'il y a vraiment une voie à défendre de ce côté-là. On en parlera aussi par la suite dans ce débat sur l'immigration. Mais je pense que l'économie, c'est vraiment très important et on peut s'engager pour une écologie en faveur de l'économie. Alors justement, ce débat sur l'immigration, on va en parler, c'est bien un sujet qui fait ressortir le clivage gauche-droite. D'un côté, on a l'argument en faveur de l'accueil des migrants, des populations en situation difficile et qui, une fois arrivées, sauvent un peu notre démographie. Et puis de l'autre, il y a notamment les vues de l'UDC qui pointent du doigt les frontaliers, les travailleurs détachés et ceux qu'ils nomment les migrants économiques. Yvan Pahu, ces travailleurs étrangers, on en a besoin, non? On parlait des hôpitaux tout à l'heure. Bien sûr qu'on en a besoin, mais l'immigration est aujourd'hui le thème principal parce qu'il est complètement lié au climat. On voit bien que quand les routes sont saturées, c'est toujours plus de monde, c'est toujours plus de pollution, c'est toujours plus d'énergie, c'est toujours plus de bétonnage de terrains agricoles. Donc on voit bien qu'on est aussi dépendant de l'immigration vis-à-vis du climat. Donc pour vous, si on a des bouchons sur les autoroutes, c'est à cause des migrants? Alors, toujours plus de monde sur les routes, toujours plus de monde dans les trains. On voit bien que depuis la libre circulation des personnes, c'est 1,1 million qui sont venus s'établir en Suisse, dont 700 000 de l'Europe. Je crois que notre pays, on a atteint aussi des limites. Et je crois que le contribuable, il doit aussi se rendre compte qu'on doit aussi investir dans les routes et dans les trains parce qu'on a toujours plus de monde. Monsieur Mocky, 10 millions de Suisses en 2035, on est trop? Non, c'est parce que, encore une fois, la question climatique et celle des migrations, elle est effectivement liée parce qu'il y a de plus en plus de réfugiés climatiques au niveau mondial, mais les personnes qui arrivent en Suisse, elles n'apparaissent pas par magie au moment où elles passent la frontière. Elles ont un bilan carbone aussi quand elles habitent dans d'autres pays. Et ce n'est pas le problème du nombre de personnes qu'on est en Suisse, même si effectivement il y a un espace limité, c'est plutôt le problème de l'utilisation des ressources, la manière dont on vit, dont on consomme, dont on se déplace, etc. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent pour limiter le mitage du territoire. L'UDC a combattu l'initiative Stop Mitage des Jeunes Verts qui visait justement à réduire le mitage du territoire. Dont acte qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils tiennent un discours différent. De manière générale, je pense qu'il y a encore de la place en Suisse pour une croissance démographique mesurée. L'important aujourd'hui, c'est vraiment qu'on réduise chez nous notre impact sur l'environnement. Et encore une fois, les personnes qui arrivent en Suisse, elles consomment de l'énergie aussi ailleurs. Et c'est extrêmement égoïste d'imaginer qu'on pourrait revenir à une Suisse à 4-5 millions d'habitants où on pourrait tous rouler en Hummer et on serait content parce que le bilan carbone global serait maîtrisé. Une ville de la taille de Bienne chaque année, comme le dit l'UDC, c'est raisonnable ou pas comme augmentation? Non.
Premièrement, c'est évident que tout pays doit pouvoir maîtriser son immigration. Personne n'est pour une immigration complètement incontrôlée. C'est donc normal qu'un pays se pose ces questions. Le moyen le plus sûr de maîtriser l'évolution de sa population et l'immigration liée au travail, c'est de bien réguler le marché du travail. Quand les employeurs sont contraints, parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a des conventions collectives, de payer des salaires suisses quand ils mettent au concours un poste de travail, ils ont moins besoin d'aller chercher des forces de travail hors de nos frontières. Donc si on régule bien le marché du travail, on peut avoir une immigration qui correspond vraiment aux besoins de l'économie et aux besoins de la société. Et à ce sujet, je crois qu'on doit être un tout petit peu attentif. On est aujourd'hui à la veille d'un bouleversement démographique comme on n'en a jamais connu dans l'histoire de ce pays. Nous avons aujourd'hui dans le canton de Vaud une demi-ville de Lausanne qui correspond à la population des gens de 75 ans et plus. Dans 20 ans, on aura une ville de Lausanne entière de gens qui auront 75 ans et plus. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de 100 000 personnes qui auront 75 ans et plus. Si vous avez 100 000 personnes qui ont 75 ans et plus, et que vous avez une population de 600 à 700 000 habitants, comme on avait il y a 10 ans, je vous laisse imaginer 100 000 personnes de 75 ans et plus et 500 000 autres qui ont moins de 75 ans. Vous voyez comment vous faites pour financer les besoins de prise en charge de cette population qui a 75 ans. Et c'est nous, dans 20 ans, enfin c'est ceux qui ont plus de 50 ans. C'est nous dont on parle. Dans 20 ans, nous aurons besoin de prestations. Si on veut éviter de retrouver des chambres à 4 lits dans les EMS, on a intérêt à ce qu'il y ait une économie qui soit dynamique et qu'on ait des forces de travail qui financent les prestations dont auront besoin cette génération, qui a bien le droit, elle aussi, d'avoir des prestations de qualité. Donc, on ne peut pas raisonner simplement en disant il y a trop de gens dans les trains. On doit avoir une vision à 20 ans ou 25 ans et il faut admettre qu'on doit aménager le territoire, respecter l'environnement, trouver les solutions d'investissement, mais que la tendance qu'on a connue ces dernières années, elle n'est pas si défavorable compte tenu de ce besoin démographique. Alors, Laurent Verlier, est-ce qu'on a une vision à court terme finalement ? Je crois qu'on doit vraiment inscrire ça dans la durée, parce qu'il y a ces éléments que M. Maillard vient de rappeler, je les évoquais déjà tout à l'heure. On va se retrouver très à court terme, si on peut le dire ainsi, d'ici 2025, avec par exemple en Suisse 35 000 postes de travail dans les EMS, qui aujourd'hui sont des gens qui vont partir à la retraite et où les écoles qui forment les jeunes actuellement dans les métiers dont les EMS ont besoin ne vont pas couvrir. Ça va faire un déficit de 30 à 35 000 places d'ici 2025. Alors, parce qu'il y a le double effet. Il y a non seulement les gens qui partent à la retraite, mais il y a l'augmentation des gens qui vont arriver en EMS. Et donc, face à ça, on doit évidemment inscrire ça dans la durée par rapport à une nécessité économique, mais une nécessité simplement déjà de prise en charge. Après, il faut quand même redire des choses qui sont quand même assez claires. En 2018, le bilan de l'immigration en Suisse, je parle bien du bilan net, parce qu'il faut aussi penser aux gens qui quittent la Suisse, etc., c'est 40 000 personnes. Solde migratoire. Donc, le solde migratoire. Donc, il faut relativiser. Quand on dit qu'on va être sous le coup de l'envahissement, il faut quand même bien mettre les chiffres là où ils sont. Alors évidemment qu'il y a des problèmes sur les autoroutes, évidemment qu'il y a des problèmes dans les trains, évidemment qu'il y a des autres éléments. Mais on doit avoir des réponses ad hoc par rapport à cela. C'est lié à des investissements en faveur des transports publics, c'est lié à des investissements en faveur des routes, avec d'autres mesures. Et peut-être que ce qui a le plus changé ces dernières années, c'est l'éloignement du lieu de travail et du lieu de domicile, qui explique une bonne partie des évolutions de ce trafic. Et donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'on va fermer les frontières qu'on va automatiquement résoudre ces problèmes-là. On va bien plutôt en créer d'autres. Mais ça doit être fait de façon cohérente et coordonnée. Une petite solution, un petit peu de décroissance peut-être ? Alors, certainement pas. Je voudrais renchérir un petit peu sur ce que dit M. Verlier. Il faut qu'on arrête un peu de taper sur les étrangers qui sont dans notre pays, mais plutôt qu'on reconnaisse un peu ce qu'ils nous apportent. Moi, j'ai étudié à l'EPFL en génie civil. Je peux vous dire qu'au moment de diplômer, on venait nous chercher à l'école pour nous offrir un poste de travail. Il manque énormément d'ingénieurs dans notre pays. Et puis, je peux dire, aujourd'hui, on peut remercier les conditions économiques défavorables de l'Espagne qui fait fuir ses cerveaux et qui arrivent chez nous. Parce que très clairement, dans le monde de la mobilité ou de l'ingénierie, il nous manque des gens. Pénurie d'ingénieurs en Suisse. On peut parler de pénurie. Oui. Comment on fait ? Je crois qu'il y a vraiment 3 types d'immigration et il faut les séparer. La première, c'est l'immigration au titre de la libre circulation des personnes avec l'Union européenne, qui est essentiellement une immigration liée au travail. Pour que les Européens puissent venir et rester chez nous, il faut qu'ils aient un contrat de travail, il faut qu'ils aient une activité indépendante, ou alors pouvoir assurer les biens. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? C'est une bonne chose, parce qu'il y a une régulation automatique entre les besoins et l'immigration.
La deuxième catégorie, c'est ce qui relève de l'asile. Alors là, on est dans une situation qui n'est pas nécessairement voulue, mais qui est plutôt subie par les candidats à l'asile. Et troisièmement, on a les non-européens non réfugiés. Et c'est peut-être là qu'on a le principal problème, parce que dans l'immigration, si on remonte une génération, 2 générations, on avait plutôt des gens d'Europe du Sud qui venaient travailler comme saisonniers dans des professions pas nécessairement qualifiées. Aujourd'hui, c'est très intéressant de constater que quelque chose comme 42% des étrangers de l'Union européenne qui viennent chez nous sont des universitaires, ce qui est plus élevé que le quota d'universitaires qu'on a en Suisse, des Suisses. Et donc, ces 3 logiques sont complètement différentes. La première régule plus ou moins, à condition évidemment d'avoir les mesures d'accompagnement, le travail et l'immigration. La deuxième, pas du tout, mais par contre, c'est lié aux conventions de Genève et c'est une question de générosité. Il s'agit de trouver une activité pour insérer ces gens-là. Et la troisième, à mon avis, on risque d'en avoir plus besoin. Il y a des quotas, mais on va avoir besoin de travailleurs très hautement qualifiés en provenance des autres pays du monde. Yvan Pailloux, quand vous entendez tout ça, quand vous entendez, mais oui, ça, votre voisine, pardon, vous l'a dit, ça permet justement à des cerveaux de venir en Suisse. Pourquoi est-ce que finalement vous vous obstinez à être contre? Mais c'est simplement une question de proportion. Aujourd'hui, en zone frontalière, la facilité, c'est plutôt de s'approcher d'un employé français que d'employer un employé suisse. Je travaille pour un important groupe actif de l'industrie du bois, basé dans le canton de Schwytz, avec 340 employés. La majorité des employés sont suisses, ils recrutent en Suisse, ils n'ont pas besoin de recruter en France des employés étrangers. Donc on voit bien que les cantons ne sont pas touchés, la même chose avec la libre circulation des personnes, mais je constate quand même sur le canton de Vaud, on essaie de chercher des employés français avant d'employer les employés suisses, et on voit aussi que certains, et c'est des cas concrets, des personnes de plus de 50 ans ont été licenciées et remplacées par des Français. Améliorons les conditions cadres au niveau de la protection des travailleurs. C'est peut-être ça la réponse plutôt que de dire on ferme les frontières. Et je voulais juste revenir très brièvement sur la question de la captation des cerveaux. Il ne faut pas non plus que notre économie ait une attitude prédatrice et se repose sur le fait qu'il y a des personnes qui vont venir de l'étranger. Parce qu'il y a une question aussi d'équité par rapport aux pays qui vont former ces professionnels. Je prends le cas des soins infirmiers, par exemple, que je connais bien, puisque je travaille comme secrétaire général de l'Association vaudoise d'infirmières et infirmiers. Aujourd'hui, en Suisse, on ne forme pas assez d'infirmières et d'infirmiers. Il en manque plus de 6 000 au niveau suisse par année pour répondre aux besoins de notre système de santé. Et c'est vrai qu'il y a un peu un oreiller de paresse qui fait qu'on préfère aller chercher des infirmières en France, en Allemagne ou en Espagne plutôt que d'en former suffisamment ici. Ça veut dire que ces pays européens ou extra-européens vont supporter les coûts de la formation de ces personnes. Et une fois que ces personnes sont formées, eh bien, elles partent et elles viennent travailler en Suisse. Et surtout avec des systèmes kafkaïens où au Portugal, vous avez des infirmières portugaises qui viennent travailler en Suisse, et du coup, le Portugal doit faire venir des infirmières depuis l'Ukraine, par exemple, pour pallier aux besoins de son système de santé. Ça, c'est illogique, et je pense qu'on doit aussi, aujourd'hui, prendre nos responsabilités et former suffisamment de personnes qualifiées pour répondre aux besoins. Oui, M. Mochi, moi j'ai déposé un postulat au Grand Conseil qui a été en majorité soutenu par M. le conseiller Maillard pour donner des conditions cadres pour que les infirmières aient envie de rester dans leur profession. Parce qu'aujourd'hui, après quelques années, elles quittent. Mais il faut aussi savoir pourquoi elles quittent. Il y en a certaines, de certains services, où il y a bientôt plus que des Françaises, elles n'ont plus envie de travailler là. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Je n'ai pas eu les infirmières ne vont pas travailler parce qu'elles ont peur des Françaises. Dans certains services, il faut quand même arrêter de dire n'importe quoi. Il y a du lobbying qui se fait. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. On doit être attentif à ça. Mais j'aimerais répondre sur le fond à ce qu'a dit M. Pailloux tout à l'heure, qui est important. Des employeurs, effectivement, vont recruter hors de nos frontières, je le disais tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'ambition, l'intention de payer moins ces forces de travail. Quelle est la réponse? C'est pas de dire on interdit aux gens de venir légalement. La plupart du temps, on sait que le travail clandestin a aussi explosé, que le travail temporaire a aussi explosé. Donc il y a des moyens de contourner les gens qui viennent s'installer chez nous pour travailler. Pourquoi, aussi longtemps qu'on laisse la possibilité de recruter à moindre coût, on aura cette tentation d'aller chercher des ressources à l'étranger? Or, le problème fondamental de l'UDC,
c'est que quand ils ont fait la conférence de presse pour lancer l'initiative qu'on va voter au mois de mai, probablement, sur l'abolition de la libre circulation, pas M. Pahu, parce que je pense qu'il n'est peut-être pas de cet avis, mais enfin, ses chefs, Mme Martoullo-Blorer, M. Eschy, se sont plaints de quoi? Ils ont dit c'est scandaleux, il y avait 1 million de Suisses dans des branches couverts par un salaire minimum il y a 20 ans. Aujourd'hui, il y a 1 700 000 Suisses couverts par des branches avec salaire minimum. Il y avait 1 300 000 Suisses couverts par des conventions collectives. Aujourd'hui, il y a 2 millions de Suisses couverts par des conventions collectives. Ça veut dire des règles élaborées d'un commun accord entre syndicats et employeurs. Normalement, tout le monde raisonnable devrait s'en réjouir, sauf les idéologues de Herliberg qui disent non, c'est une distorsion de marché. Et évidemment, si on combat les conventions collectives, si on combat les salaires minimaux, si on combat les mesures d'accompagnement, on va rendre encore plus attractif la main-d'œuvre étrangère parce que justement, on pourra la payer moins cher que ce qu'on paye les salaires ici. Et c'est ça qu'il faut absolument corriger si on veut maîtriser notre immigration. Très bien. Attendez, parce qu'on va juste parler de la crise migratoire aussi, avant qu'on arrive au bout de ce thème déjà. On va évoquer la thématique précise de l'asile, une thématique importante. Ils sont plus de 2200 à avoir trouvé la mort en tentant de traverser la Méditerranée en 2018. Une situation dramatique qui a ému aussi en Suisse. Certains ont même cherché à octroyer le pavillon helvétique au navire de sauvetage des migrants, l'Aquarius. D'un autre côté, on s'attend à une baisse drastique des demandes d'asile qui passeront de 4000 il y a quelques années à 2200 en 2020, avec même des centres EVAM qui vont fermer dans le canton de Vaud. Je m'adresse à vous, Laurent Verly. La situation, elle se contrôle finalement? Ça dépend quelle situation on parle. Par rapport à l'asile. Évidemment, oui, mais l'asile est très vaste et évidemment qu'il y a celui qui passe par la route de la Turquie et qui vient en provenance notamment du Moyen-Orient. Il y a celui d'Afrique qui est une toute autre crise migratoire et qui passe soit par l'Espagne et les parties citadines de l'Espagne sur le nord du Maroc, respectivement au travers de la Libye, donc, et par la Méditerranée. Maintenant, ces questions, on doit les traiter évidemment avec plusieurs actions. Il y a l'action évidemment humanitaire, c'est-à-dire de pouvoir prendre en charge ces gens. Alors j'ai le plus grand respect avec les idées, par exemple, de vouloir donner le pavillon suisse à certains bateaux. Ça aurait strictement, malheureusement, rien changé, parce que le ministre d'alors de l'Intérieur italien refusait à tout bateau, avec quel que soit le pavillon de ce bateau, de déposer des gens à Lampedusa, pour prendre cet exemple très concret. Donc il faut qu'on puisse travailler de manière encore plus en amont, et notamment au travers de l'aide humanitaire, de l'aide au développement, parce qu'en grande partie, ces gens, s'ils quittent leur région, c'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir, c'est qu'ils n'ont plus la capacité de simplement assumer leur vie. Parce que pour certains d'entre eux, ils ont eu quand même la possibilité de faire des études ou de faire en tout cas de l'école. Simplement, ils n'arrivent pas à pouvoir s'assumer et vivre chez eux. Donc on a une vraie action multiples à devoir faire de ce côté-là. Et encore une fois, sur ce dossier comme sur d'autres, on n'arrivera pas à faire les choses tout seul. C'est en partie, notamment avec les pays voisins, les pays dits de l'accord Dublin, sur lesquels on doit travailler, que ça soit peut-être même comme les États européens sont en train de se mettre d'accord sur des quotas, nous devons y participer évidemment. Laetitia Betex, vous travaillez aussi, on n'en fait finalement pas assez à l'étranger? Vous me donnez une position délicate de me donner toujours la parole après M. Verly. On va vraiment nous ranger dans le même paquet. Mais oui, effectivement, nous, c'est assez clair que on est convaincus qu'il faut aller plus dans l'aide au développement. Ces questions migratoires, elles sont très instables et la manière peut-être de stabiliser les choses, ça serait justement de stabiliser les conditions dans les pays des migrants. Vous savez, moi, autour de moi, je connais aucun Suisse qui est prêt à perdre la vie pour trouver du travail. Donc on doit considérer que ces milliers de migrants qu'ils font tous les jours, si on leur offre la possibilité de trouver du travail chez eux, ils vont certainement en profiter. Claude Begley, oui. Vous avez vraiment 4 éléments. Vous avez d'abord les crises. Les crises, ça apparaît, ça disparaît, ça réapparaît ailleurs, ça entraîne beaucoup de réfugiés. Soit dit en passant, la très grande majorité des réfugiés des crises africaines restent en Afrique, dans les pays voisins, donc dans les régions limitrophes. Mais il y en a quelques-uns, en général les plus audacieux, qui vont essayer de franchir la Méditerranée. Et ça, à mon avis, ça peut évoluer de façon un peu aléatoire. La deuxième, c'est l'envie d'une vie meilleure. Il y a des gens, et c'est normal, qui se disent, si je peux aller en Europe et que je peux avoir une meilleure vie, pourquoi est-ce que je me gênerais? Le fait qu'Internet, aujourd'hui, montre à des Africains que c'est possible, ça a changé la donne dans la psychologie des gens. C'est un deuxième élément, et de même qu'un Irlandais est parti aux États-Unis ou que des Suisses sont allés au Brésil,
aujourd'hui, il y a des gens de pays moins favorisés qui essayent de venir chez nous. Et le grand problème, c'est que dans la loi, on fait une distinction entre ceux qui ont le droit d'être des réfugiés, il faut qu'ils soient personnellement persécutés, et ceux qui vivent avec l'illusion d'une meilleure vie, et ils n'auraient pas le droit de venir chez nous. Et cette zone grise est extrêmement complexe. Ensuite, vous avez le problème du transit, avec plein de malfrats qui vont tirer parti de ces gens qui essayent déjà de traverser le désert. Par exemple, en Libye, il y a des gens qui sont absolument odieux. Et finalement, il y a chez nous le besoin d'intégrer ces réfugiés, une fois qu'ils sont admis, et de faire en sorte que le plus vite possible, ils puissent vivre correctement. Yvan Paillot, votre avis par rapport à ça? Écoutez, il faut faire la distinction quand même entre les sortes de réfugiés. On a le réfugié qui vient de Syrie. L'UDC n'a aucun problème. La Suisse a toujours joué son rôle de tradition, d'accueil. Là, on n'a aucun souci. Nous, on a un souci avec les réfugiés économiques, le requérant d'asile économique de la majorité nous viennent d'Afrique. Et là, il faut quand même saluer peut-être ce qu'a fait le gouvernement italien. Ils ont fermé les ports parce qu'ils ne pouvaient pas non plus cautionner d'ouvrir des ports et que des gens se noient. Et là, on a aussi une responsabilité, la Suisse, d'accueillir davantage de monde par l'Italie. On cautionne des noyades. On sait très bien que c'est organisé en réseau. Maintenant, c'est justement parce qu'ils ne pouvaient pas débarquer dans les ports qu'il y en a qui se sont noyés. Mais... Non. Si on ouvre les ports, ils traversent la Méditerranée. On a bien vu, dès qu'ils ont fermé les ports, les noyades ont diminué. Maintenant, parler de l'aide au développement, d'aider dans les pays, il faut aussi comprendre que c'est 3,5 milliards d'aide au développement. Et avant, on parlait des subventions aux caisses maladies, je veux dire des primes maladies. Là aussi, les gens, ils payent des primes maladies et d'un autre côté, on donne davantage d'argent à l'étranger. Très bien, on a compris. Alberto Bocchi, je vous vois fulminer. Oui, mais à un moment donné, comme M. Maillard disait tout à l'heure qu'on ne va pas à l'hôpital pour s'amuser, je crois que là encore, personne ne va traverser le désert du Sahara puis la Méditerranée en rafio pour s'amuser. Enfin, si ces personnes le font, c'est que soit elles encourent des risques pour leur vie, c'est le cas des Érythréens par exemple, qui désertent leur service militaire, soit elles se trouvent dans une situation de précarité économique telle qu'elles n'ont d'autres moyens de subvenir à leurs besoins que d'essayer de venir en Europe. Aujourd'hui, je pense qu'on a une responsabilité morale qui est celle d'essayer de faire en sorte que cela se passe le moins mal possible, que ces personnes n'aient plus besoin de traverser la Méditerranée en rafio, d'où l'idée d'avoir ces bateaux, par exemple, et le pavillon suisse pour l'Aquarius, et aussi accueillir le mieux possible ces personnes qui, qu'on le veuille ou non, sont destinées à rester en Suisse, et on peut les parquer dans des centres et les empêcher de travailler. On peut aussi, et je le préférerais, faire en sorte que ces personnes s'intègrent, puissent travailler et aient un avenir en Suisse comme l'ont eu d'ailleurs des centaines de milliers d'autres migrants de par les décennies. On est bientôt au bout du thème, M. Maillard. Il faut dire que le parti de M. Pahu est tout autant contre l'aide au développement que les subsides de la maladie. Hein. Ce n'est pas parce qu'on baisserait dans l'aide au développement que l'UDC serait d'accord d'augmenter les subsides. Ils ont toujours été contre les augmentations de subsides. Donc il ne faut pas opposer les choses. La réalité, c'est que vous êtes contre les dépenses sociales et qu'elles concernent notamment une bonne partie de la population à revenus modestes que vous dites défendre. Sur la crise de l'asile, je crois qu'on peut faire plein de débats, plein de discours. On est dans une situation extrêmement difficile, qu'un seul pays a beaucoup de peine à résoudre. Même l'Europe, dans ses structures relativement lourdes, a de la peine à le faire, mais c'est vrai que c'est un problème d'inégalité de développement. Et le seul moyen de freiner ces flux migratoires, c'est de rétablir un minimum d'égalité dans le développement. C'est donc forcément les zones les plus économiquement prospères qui doivent un peu soutenir le développement, même si évidemment c'est difficile, c'est lent. Mais je crois que c'est à long terme la seule chose. Pour le reste, quand même, je le redis encore, ces fameux réfugiés économiques, on oublie toujours une chose, il y a bien quelqu'un qui les engage, il y a bien quelqu'un qui les exploite. Il y a bien des serres entières et des secteurs agricoles entiers au sud de l'Europe qui dépendent de cette main-d'œuvre. S'ils vont en Angleterre, c'est bien qu'il y a des gens qui les font travailler. Et c'est cette régulation-là, parce qu'on laisse le marché du travail complètement dérégulé, parce qu'on veut que le libre marché règle tout, alors forcément, en laissant l'anarchie dans le monde du travail, on a effectivement cet appel d'air qui fait que des gens se disent « je viens ».
je tente ma chance. Si j'ai mis le pied sur le territoire, je trouverai bien un employeur qui m'engagera au noir et j'aurai aucune sanction, ou très peu, ou bien je ne serai pas contrôlé, donc je continue. C'est ça le phénomène de fond, et ça c'est sûrement pas en laissant le marché libre intégral dans le domaine du travail qu'on peut le régler. Merci beaucoup, c'est là-dessus. Des affreux employeurs. Mais bien sûr que non. Mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. La précision a été apportée. Merci, M. Verly. Il y a d'excellents employeurs, mais il faut quand même dire que ce phénomène existe. Et il faut merci beaucoup d'être venu. Laurent Verly, merci d'être venu. Yvan Pahu également, Laetitia Betex, merci également. Claude Béglé, Alberto Bocchi et Pierre-Yves Maillard. On va passer au dernier thème de la soirée, thème qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est bien sûr le climat. On en parle tout de suite avec Fred Vallet. Si l'on écoute les jeunes qui défilent dans nos rues depuis le début de l'année pour tenter de rafistoler la planète, la Suisse ne fait rien pour l'environnement et donc rien pour leur avenir. Pourtant, entre 2000 et 2017, le pays a quand même réussi à baisser de 15% les émissions de CO2. Alors que nous sommes toujours plus nombreux, qu'on continue à s'envoler direction Barcelone et que la vente de bagnoles a encore augmenté l'année dernière. 15%, c'est pas rien, mais c'est pas assez. Le mois dernier, pour répondre aux derniers signaux de fumée du tout-puissant GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le Conseil fédéral a décidé que la Suisse devait viser la neutralité carbone d'ici 2050. La vache, c'est ambitieux, mais ça plaît beaucoup à l'accord de Paris et à cette volonté générale de limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré. Et l'une des armes à disposition de nos élus pour enfin franchir fièrement la ligne verte, c'est la loi sur le CO2. Une loi assassinée en décembre dernier au national après de longues heures de combat. Oui, mais voilà, Greta est passée par là, les manifestations pour le climat se sont multipliées et les partis se retrouvent aujourd'hui contraints de peindre leur campagne en vert s'ils veulent cultiver des voix le 20 octobre prochain. Aujourd'hui, la loi sur le CO2 a été repêchée et toilettée par la Commission de l'environnement du Conseil des États et le Parlement doit se pencher sur ce gros morceau dès lundi. Taxer les billets d'avion, augmenter la taxe sur les huiles de chauffage, augmenter le prix du carburant, créer un fonds pour le climat. Mais la question qui se pose plus généralement est la suivante. Le porte-monnaie est-il vraiment le sparadrap le plus efficace pour cicatriser la plaie qui ronge la santé de notre planète ? On est donc de retour sur ce plateau pour parler du climat et on va parler notamment des transports. Mais avant, quelques questions directes, vous en avez pris l'habitude avec vous. Jessica Jacob, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 36 ans, vous êtes présidente du Parti socialiste vaudois. Quand on se retrouve sur une liste avec 5 sortants, un ultra favori comme Pierre-Yves Maillard, on ambitionne de piquer la place de qui ? On ambitionne de faire une belle campagne en portant des valeurs fortes qui sont celles du Parti socialiste et j'espère que les 25 minutes que vous allez m'accorder tout à l'heure seront suffisantes pour vous convaincre, vous aussi, de voter socialiste le 20 octobre. Marc Ehrlich, bonsoir. Vous avez 48 ans, vous êtes actif dans le recyclage et vous représentez le PLR. Vous êtes passionné de classique. Alors, est-ce qu'une fois que vous serez élu, vous jouerez la même musique que vos collègues ? Mais absolument, je crois qu'on est un vrai orchestre. En tout cas, on travaille très très bien en groupe au PLR. Vous l'avez dit, je travaille Vous n'êtes pas un soliste alors ? Je ne suis pas un soliste, mais vous l'avez dit, je travaille dans le domaine du recyclage depuis plus de 20 ans maintenant. D'ailleurs, une des grandes entreprises du recyclage de la région, ce qui me permet de dire d'ailleurs que économie et écologie travaillent très très bien ensemble. C'est d'ailleurs quand ils sont ensemble qu'on arrive à avancer de la meilleure façon. J'ai aussi 2 garçons qui ont 13 et 16 ans et qui défilent régulièrement pour le climat. C'est vous dire si les discussions à la maison tournent autour de l'environnement régulièrement. Ils sont à gauche ou à droite ? J'espère que c'est des petits PLR qui grandissent. Daniel Brella, bonsoir. Vous avez 69 ans, vous êtes conseiller national vert. J'ai pas bien compris, vous êtes candidat pour un mandat de 4 ans ou 2 ans ? Alors, pour prendre votre question, j'ai dit très clairement que je céderai la place début 22. C'est une tradition qu'on a souvent fait chez les Verts, de lancer quelqu'un en cours de législature pour qu'il soit mieux positionné pour les élections suivantes. Donc, mandat plutôt de 2 ans. Et demi. François Pointet, vous êtes le chef des Verts libéraux vaudois, multiple candidat à différentes élections vaudoises. Si un deuxième Vert libéral était élu et que ce n'était pas vous, comment vous réagiriez ? Mais très bien, si vous me donnez un 2e siège pour le parti, vous aurez un président content. Il y en a un libre en tout cas, donc qui sait. Yvan Lucarini, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 49 ans, vous êtes membre d'Ensemble à gauche. Dans la catégorie profession du Smart Vote, vous dites que vous êtes objecteur de croissance. Mais comme métier, vous faites quoi ? C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de se définir par son activité économique. Moi, j'aime bien me définir aussi par
ma dimension militante, c'est-à-dire objecteur de croissance dans les milieux de la décroissance et aussi dans la politique institutionnelle. Mais comme métier, je suis secrétaire de rédaction dans un journal d'écologie politique qui s'appelle Moins, qui a été fondé il y a 7 ans. Très bien, merci beaucoup. On va donc parler du climat à travers notamment le prisme des transports et notamment le coût des transports en commun. On aimerait prendre plus le train pour préserver notre air des émissions de CO2, mais entre les trains bondés en retard, l'augmentation des tarifs des CFF, du prix de l'abonnement général de la voie 7, certains commencent à avoir envie de reprendre la voiture. Et je me tourne vers vous, Daniel Brella. Est-ce que les CFF donnent-ils envie aux voyageurs de préserver le climat ? Alors on peut en discuter. Effectivement, par rapport à tous les avantages qu'a eu la voiture ces dernières années, c'est un peu moins concurrentiel les CFF qu'il y a 20 ans. Néanmoins, c'est essentiellement dû au fait que pendant 20 ans, le Conseil fédéral et le Parlement n'ont quasi rien investi pour l'entretien des voies et pour le développement du réseau. Aujourd'hui, on investit, mais on a 20 ans rattrapé. Et malheureusement, cette situation intermédiaire où tout n'est pas parfait, où il manque de la place, on va encore l'avoir 10 à 20 ans, malgré les milliards qu'on est en train de voter pour rattraper, parce que pendant 20 ans, on n'a quasiment rien fait. Et je ne dirais pas quelle majorité c'est, chacun la connaît. Alors, Vincent Pointet, vous aimeriez donner quelques milliards encore au CFF ? Alors, il y a toujours moyen d'investir sur les transports. Vous parliez des coûts, il faut peut-être relativiser un tout petit peu. Quelques chiffres, même si ça ennuie peut-être un peu certaines personnes. 2 adultes, 2 jeunes dans une même famille, les abonnements généraux, ça coûte 8 410 francs par année. Une voiture, 70 centimes le kilomètre, avec ça, on fait 12 000 kilomètres. Il faut encore la remplir si vous voulez vous déplacer à 4. Alors, je suis d'accord. Vous rajoutez là-dessus que le transport individuel ne couvre pas les coûts externes à raison de 7 fois, les transports publics à raison de 3 fois. Maintenant, on voit que les coûts se relativisent et qu'on a peut-être un problème de calcul pour parler vraiment de coûts. Donc pour vous, finalement, les prix sont corrects ? Les coûts sont corrects. Les prix sont semblables, voire meilleur marché de se déplacer en transport public si on prend tous les coûts. Après, vous avez des problèmes de confort. Est-ce que les gens sont prêts à changer un peu de manière de se déplacer? Et peut-être que les gens, maintenant, ils ont envie de se déplacer d'un point A à un point B, surtout chez les jeunes, sans savoir comment ils vont le faire. C'est à nous de leur donner les moyens de le faire de manière le plus écologique possible. Yvan Lucarini, vous qui voulez la gratuité, il n'y a pas besoin, finalement, c'est pas si cher que ça. Alors, la gratuité, c'est bien la gratuité de l'usage. Les transports publics coûteront toujours. Donc, ce qu'on propose, c'est une autre méthode de financement, mais de donner la gratuité de l'usage. Alors, évidemment, l'offre doit se développer, y compris dans les régions qui sont aujourd'hui mal desservies. Nous proposons aussi d'intégrer d'autres acteurs au transport public. On peut penser aujourd'hui aux véhicules partagés, on peut penser aussi aux sociétés de taxis collectifs qui pourraient s'intégrer dans cette dynamique de transport public pour connecter des zones sans construire des infrastructures qui sont très importantes. Mais la gratuité de l'usage nous semble importante. Une gratuité d'usage vue à l'échelle d'une région dans laquelle on peut avoir des liens sociaux, une activité économique, accès à des biens culturels, donc aussi avec des limites. Aujourd'hui, en termes de transport, si on veut avoir de l'influence sur les émissions de CO2 et le climat, puisque ça c'est le thème d'aujourd'hui, il faut choisir. Les transports publics doivent être priorisés, la mobilité douce doit être priorisée, le vélo doit devenir un vrai moyen de transport et pas uniquement un moyen de loisir pour se balader au bord des belles rivières que l'on a en Suisse, mais un vrai moyen de transport pour les gens qui travaillent, qui veulent aller d'un point A à un point B sur des voies propres, des sites propres et des voies vertes où ils deviennent prioritaires sur les autres types de mobilité. Fabrice Moschini, pour encourager les jeunes à prendre le train, il faut notamment avoir des opérations comme la voie 7 par exemple. Monsieur Nordman a proposé également de prolonger le demi-tarif. Ça vous fait peur, ce genre de mesure qu'il va falloir subventionner ? Je voudrais revenir sur un peu quand même un aspect fondamental. J'ai l'impression d'être dans un débat où il n'y a que des urbains. Ici, vous habitez tous à 3 minutes d'une gare. Moi, je pense à tous ces gens qui vivent dans les zones périphériques pour qui la voiture n'est pas simplement utile, elle est juste nécessaire. Je viens de Sainte-Croix, je peux vous dire que sans voiture, vous êtes coupé du monde. C'est très compliqué. Est-ce qu'on est tous des urbains qui vivent dans un cocon ? C'est compliqué quand même de parler avec juste à une partie de la population. Vous voulez une guerre entre les gens qui ont la chance de pouvoir vivre en ville et ceux qui n'ont pas la chance, peut-être pour des raisons économiques, accessoirement, puisqu'on sait le coût
d'un appartement en ville. Moi, je pense qu'il faut vraiment penser à toutes ces personnes qui n'ont pas la chance de vivre à côté d'un transport public. Et je voudrais juste vous signaler qu'aujourd'hui, le Conseil des États a voté l'augmentation de 10 centimes du prix de l'essence, hier, merci. Et ceci, peut-être pour les urbains, ça ne fera aucun impact, mais je peux vous dire que tous les gens qui habitent en zone urbaine, ça va faire très mal et ça va faire directement du pouvoir d'achat en moins, une baisse de qualité de vie et une baisse du niveau de vie. Et ça, on ne peut pas se permettre en Suisse. Si on vit dans une société démocratique, il faut penser à tout le monde. Alors, Jessica Jacot, votre avis, est-ce que les zones rurales sont un peu mises de côté ? Je pense qu'aujourd'hui, le sujet clé, c'est la question de la mobilité individuelle de manière générale. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que si on veut que les gens, les individus changent drastiquement leur manière de se déplacer, une des premières mesures à faire, c'est de leur permettre de moins se déplacer. Et c'est par d'autres politiques publiques qu'on y arrive, notamment par des mesures en matière d'aménagement de territoire ou de développement de logements d'utilité publique pour permettre aux gens d'être aussi domiciliés plus près de leur emploi, par exemple, qu'on permet aussi de diminuer les déplacements qui sont nécessaires. Et c'est un des premiers biais sur lesquels on va agir sur la question de la mobilité individuelle. Ensuite, on parle maintenant des transports publics et de comment encourager les gens à prendre plus le transport public plutôt que la voiture. Alors moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il y a des zones dans ce canton et dans ce pays pour lesquelles il est difficile d'accès en transport public et nous ne disons pas à ces gens, vous ne devez plus prendre la voiture, mais on dit, vous devez prendre la voiture différemment. On aimerait pouvoir développer ce qu'on appelle le transfert modal. Donc ça veut dire que vous ne prenez plus votre voiture de chez vous jusqu'au travail, mais vous la prenez un tout petit bout jusqu'à une gare. Ensuite, vous prenez un train. Ensuite, vous louez un vélo en libre service. Et ensuite, vous terminez le dernier trajet à pied, par exemple. Ça, c'est un des moyens qu'on aurait de pouvoir travailler sur la question des mobilités. Et puis, je termine, puisqu'on a évoqué la question des prix tout à l'heure, pour vous dire qu'il y a des mesures qui sont beaucoup plus efficaces que la question du prix pour augmenter l'utilisation des transports publics. Je vous donne deux exemples très, très parlants. Lorsque le M2 a été mis en route à Lausanne, c'est une augmentation de 50% de l'usage des transports publics lausannois. Lorsqu'à Nyon, ma ville, nous avons mis la cadence au quart d'heure des bus urbains, nous avons eu une augmentation de 55% de l'utilisation. Donc je pense qu'aujourd'hui, de discuter du prix avec des mesures ciblées, comme vous l'avez mentionné, la mesure qui est proposée par M. Nordman, c'est une très bonne chose, mais nous devrons également discuter des investissements pour améliorer les cadences, les dessertes et le confort des usagers, parce que bien évidemment, les trains bondés, ça donne envie à personne. Marc Erdlich, on peut aussi mettre des voitures électriques partout, on n'a plus de problème d'augmentation du prix de l'essence et tout va pour le mieux. Alors les voitures électriques, effectivement, c'est quelque chose qui va se développer à l'avenir. Je travaille dans le domaine du recyclage, donc je peux aussi vous dire qu'il y a des problèmes, notamment du point de vue du recyclage des batteries qui va arriver par la suite. Les voitures électriques, c'est aussi des besoins d'énergie supplémentaire, d'énergie électrique. C'est émissions carbone qu'on délocalise aussi. Voilà, donc on n'est pas quand même au bout de nos problèmes avec les voitures électriques, même si effectivement c'est quelque chose qu'on va privilégier. Mais de toute manière, il faudra faire du développement de l'innovation. C'est quelque chose qui effectivement est au centre du débat sur le climat, de l'innovation pour le stockage de l'énergie, puisqu'on parle de voitures électriques. Il y a des technologies qui sont actuellement en cours de développement à l'EPFL et qui n'ont pas les financements nécessaires pour aller de l'avant. Je crois que vraiment, si on veut sauver l'environnement, il faut passer aussi par ces nouvelles choses qu'on doit développer. Alors c'est marrant parce qu'on vous entend, vous êtes à peu près tous d'accord, il faut faire plein de mesures, mais pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Daniel Brella, vous qui êtes parlementaire, pourquoi est-ce qu'à Berne, à un moment donné, on n'arrive pas à des compromis par rapport à cette problématique? Alors on a vu que le débat à Berne était nettement moins angélique qu'ici, puisque la fameuse majorité de 100 du Conseil national constitué du PLR et de l'UDC, il y a à peu près une année, a complètement vidé de toute substance la loi CO2, et maintenant le Conseil des États repart dans une autre direction, mais partiellement seulement. Moi, j'aimerais juste donner 2-3 éléments. La seule compétence du Parlement fédéral, c'est les CFF. C'est pas les transports publics lausannois pour tout ce qui concerne d'éventuelles gratuités ou rabais. Et encore, comme c'est une régie, cette compétence est faible. C'est plutôt le Conseil fédéral. Mais quand même, les CFF, c'est 9 milliards par an. Et si on voulait faire la gratuité des CFF, avec tous les gens qui se rajouteraient dans les trains, parce que c'est quand même rigolo, du moment que ça coûte rien, on aurait encore d'autres problèmes que ceux qu'on a aujourd'hui au point de vue embouteillage. Avec ces 9 milliards, on peut beaucoup plus développer
les instruments en direction du climat. Je donne un exemple. Si on veut à la fois faire tous les véhicules électriques, c'est 100 km² de panneaux solaires sur la Suisse. Ça fait toute l'électricité nécessaire. Si on veut faire des pompes à chaleur à la place du gaz et du mazout, c'est 90 km² de panneaux solaires. Et si on veut remplacer le nucléaire, c'est 100. Tout ça, c'est moins de 100 milliards de francs à investir dans le solaire. C'est-à-dire 5 milliards par an si on le fait sur 20 ans. Rien que la gratuité des CFF, c'est 2 fois plus cher. Donc, ce qu'il faut, c'est effectivement développer l'offre beaucoup plus, parce que quand on a fait le M2 à Lausanne, quand on va faire le M3, on voit que ça bouleverse les habitudes. Et j'aimerais dire une dernière chose face aux 10 centimes. Ces 10 centimes, ils ont 2 buts. Le premier de ces buts, c'est de favoriser les nouvelles technologies et les voitures les moins polluantes possibles. Et ce n'est pas 10 centimes directs, c'est les importateurs de voitures qui doivent prendre des mesures de compensation du CO2. Et ils pensent que ça pourrait coûter jusqu'à 10 centimes pour couvrir les coûts. C'est rien d'autre. Et au Conseil des États, dernière chose, les gens des cantons de montagne qui ont voté ces mesures ont dit oui, mais dans le rendu à la population, notamment par les primes maladie qu'on va faire, il faudrait qu'on privilégie les zones de montagne. Monsieur Brella, juste votre réaction très rapide, Monsieur Lucarini, par rapport à la gratuité, ce que dit Monsieur Brella. Oui, monsieur Brella parle de financement, sur le financement des transports publics. Je suis un peu étonné qu'ils veulent faire financer ces mesures par le paiement de l'abonnement d'autres personnes. Ici, il faut voir quels sont les vrais responsables et où se trouve l'argent. Aujourd'hui, puisqu'on est dans le thème des émissions de CO2, les gros pollueurs, ce sont les institutions financières suisses de par leurs investissements à l'étranger, les importations de biens de consommation. Donc s'il faut créer un fonds pour le climat, pour cette transition écologique, c'est là-dessus, il faut appliquer le principe du pollueur-payeur aux plus gros acteurs du marché et faire porter cette responsabilité financière à eux et pas sur les citoyens ou sur les individus en les culpabilisant dans leur façon de faire et de vivre. Merci beaucoup, M. Brella. Merci beaucoup, M. Brella. Parfait, vous me tendez la perche les deux. J'aimerais qu'on ramène le débat justement aux choix qui sont opérés par les personnes. Je vous propose un petit dessin qui a été réalisé par un dessinateur de presse du journal Arc Info, Vincent Lépée, et qui fait un joli buzz hier sur Facebook. Alors, il y a une situation qui est présentée sous 2 images. On a un gros avion qui pollue, vous pouvez regarder sur vos petits écrans dans les pupitres. On a un gros avion qui pollue avec un billet sans taxe climatique et des passagers qui disent « j'ai honte, on pollue, c'est affreux ». Et vous avez le même avion qui pollue tout autant, mais le billet avec la taxe climatique, les passagers, ah, ça va beaucoup mieux, ouf, bonheur. Je me tourne vers Jessica Jacou. Est-ce que ces taxes pourraient empêcher, dans un premier temps, de prendre l'avion? Est-ce qu'au final, elles ne risquent pas de pénaliser les gens avec des revenus plus modestes? Je suis très heureuse que vous me posiez la question et que je puisse m'exprimer là-dessus. Je suis convaincue que la taxe CO2 et plus particulièrement celle sur les billets d'avion est nécessaire. C'est une mesure incitative. Par contre, où je vous rejoins, c'est qu'à elle seule, elle ne suffit pas. Il faut pouvoir offrir de véritables alternatives aux personnes qui ont la nécessité ou le souhait de se déplacer. Une des alternatives, c'est celle de développer urgemment le transport en train de nuit, par exemple, sur les longues distances européennes. Donc et de le rendre... les billets aller-retour pour Barcelone à 70 francs ou pas? Moi, je pense sincèrement que si nous avons une taxe sur les billets d'avion avec un investissement massif des transports publics, notamment des trains sur les trajets à longue distance, on pourra arriver à une concurrence saine entre le transport en avion et le transport en train parce que le choix ne va pas s'orienter nécessairement que sur le prix, mais sur d'autres types de paramètres. Et puis, vous me posiez la question de la taxe en lien avec son impact sur les personnes les plus défavorisées de notre pays. Et puis ça, je vous avoue que ça fait partie aussi de mes inquiétudes, qu'on ne crée pas une forme de fracture sociale, puisque ces taxes, qui sont, par définition, c'est une taxe, donc elles sont inéquitables. Et il me semble absolument nécessaire d'avoir une adhésion de toutes les classes sociales aux grands projets climatiques si on veut que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'il est important de discuter, pas que des taxes,
mais de ce qu'on fait avec l'argent qui est récolté par les taxes, où est-ce qu'on les affecte. Et je vous donne un exemple pour illustrer mon propos. Un des objectifs du Parlement, et ça a ressorti du vote d'hier à Berne, c'est d'affecter une partie de ces taxes à un grand fonds pour le climat. Ça permettrait notamment d'amener plus d'argent pour la rénovation énergétique des bâtiments. À cela, je dis oui, mais cette rénovation énergétique des bâtiments ne doit pas péjorer d'autres personnes défavorisées que sont les locataires, qui, eux, à la fin, lorsque vous rénovez énergétiquement un bâtiment, payent entre 50 et 70% des coûts. Et donc, il est nécessaire de mettre en place des mesures d'accompagnement, comme on l'a fait avec la libre circulation des personnes, mais des mesures d'accompagnement pour qu'on ait une véritable adhésion de l'entier des classes sociales dans le vrai projet de changement des habitudes, faute de quoi, je vous rejoins, nous n'y arriverons pas. On va rester sur les taxes avions pour prendre vraiment cet exemple concret. Fabrice Moscani, est-ce que selon vous, une taxe, justement, va changer quelque chose finalement? Est-ce que le public va se dire « Ah bah ça coûte moins, donc du coup je vais prendre le train ». Elle va précariser, va empêcher les classes populaires et les classes moyennes de voyager. Les riches vont continuer à voyager, donc c'est simplement ce qui va se passer. Et puis peut-être qu'ils auront un peu meilleure conscience parce qu'ils payent une taxe, mais sur le porte-monnaie, ça ne va pas changer grand-chose. Je voulais juste rebondir sur l'aspect des transports gratuits. Mesdames et messieurs, je vais vous annoncer quelque chose. Les transports sont déjà quasiment gratuits. Les TL sont financés à 35% par les billets et donc 65% sont déjà payés par les impôts. Je ne connais pas les chiffres des CFF. 39, voilà. Mais on peut remercier les contribuables de faire quasiment des billets gratuits au niveau des transports en commun. Je voudrais rebondir quand même, parce que c'est quand même un point très important. On est aujourd'hui en train de créer une fracture entre les gens qui habitent en ville, qui sont plutôt aisés, pour la plupart peut-être, ou qui ont une aide de l'État et qui sont très près des transports en commun par rapport aux zones qui sont donc autour de ces zones urbaines qui, eux, doivent utiliser la voiture, non pas parce qu'ils ont envie de consommer et de générer du CO2, mais parce qu'ils en ont besoin. Et je voudrais aussi dire une chose... On était sur la taxe avion, vous avez bien compris. Mais je voudrais quand même élargir un peu le débat. Je pense que le débat est mal posé, très honnêtement. Je pense que le climat, c'est quelque chose d'important, mais il faut quand même se rendre compte d'une chose, on ne fait pas de la politique pour les petits oiseaux. On fait de la politique pour les êtres humains, les femmes et les hommes qui vivent ici en Suisse. Et je voudrais vous présenter ici un schéma qui s'appelle le schéma des objectifs du développement durable de l'ONU. Vous avez effectivement une case tout en bas, où je ne la trouve plus, qui parle du climat, mais vous avez aussi d'autres cases qui disent faim zéro, donc arrêtez que les gens aient faim, travail décent et croissance économique, et là je rejoins M. Maillard, industrie, innovation et infrastructure, inégalité réduite. Donc en fait on en fait trop sur le climat, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Je pense quelque part qu'on fait de la politique pour les êtres humains. Le climat se portera très bien sans êtres humains. Je veux dire, s'il n'y a plus d'êtres humains sur la planète, le climat va bien se porter. Est-ce que c'est cela qu'on va... On va diminuer les émanations de CO2 s'il n'y a plus d'humains sur la Terre. Hein. Ça, je peux vous le dire, je suis un scientifique, je vous fais le calcul tout de suite. Aujourd'hui, il faut parler de développement durable ou pas? Ça, c'est la question. Sur les taxes. Alors, attendez, parce que là, on est en train de partir dans tous les sens. On n'a pas entendu encore M. Pointet. Est-ce qu'on peut revenir sur les taxes sur les avions? Est-ce que les taxes sur les avions, ça va vraiment changer quelque chose? Alors on va faire un petit détour. On n'oppose pas la campagne et la ville. On est en train de changer le système de mobilité. Si vous prenez votre voiture et que vous arrivez plus proche de votre maison pour aller dans un transport public, vous roulerez moins, vous payerez moins. Ça c'est clair, ça fait aussi partie du plan. Ça c'est pour un point. Ensuite, on ne fait pas de la politique pour les petits oiseaux. Si on n'a plus de petits oiseaux, je pense qu'on va disparaître. On a comme ça quelques exemples où il me semble que sans biodiversité, on va vraiment avoir des gros problèmes. Pour la taxe sur la... c'est pas grave, mais... pas pour tout le monde, visiblement. Moi, ça m'inquiète quand même un tout petit peu. Mais, bon, je suis aussi scientifique, mais peut-être que les mathématiques, ça ne marche pas très bien pour la biologie. Effectivement. En ce qui concerne la taxe sur l'avion, il faut bien se dire qu'on essaye de corriger un problème concurrentiel. L'aviation ne paye aucune taxe sur le carburant. C'est le seul transport qui ne paye pas de taxe sur le carburant. Donc on peut se poser la question sur le coût du billet. Et si on est en train de dire qu'il faut taxer, c'est pour essayer de rétablir une certaine concurrence. Moi, comme libéral, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de taxes. Je suis sûr que s'il n'y a plus de taxes, votre train sera beaucoup moins cher que l'avion, votre énergie renouvelable sera beaucoup moins chère que le nucléaire. Simplement, on est obligé d'avoir des effets correcteurs. Et la taxe sur le billet d'avion est un effet correcteur. Daniel Brella, c'est un problème du Parlement, ça. Comment ça se fait qu'on ne paye pas de taxes
sur l'aviation. C'est les accords qui ont favorisé l'aviation de manière outrancière à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a bientôt et puis 70 depuis, ans. le seul moyen de changer, c'est de faire des taxes au départ. Et puis jusqu'à maintenant, l'aviation a tellement bien fonctionné en lobby que ça ne s'est pas fait. Alors un certain nombre de pays mettent maintenant des taxes un tout petit peu moins élevées que celles de la Suisse, de l'ordre de 10 €, mais dans tous ces pays, que ce soit la France ou l'Allemagne, on envisage de monter. Donc la Suisse, quand elle aura mis ça en place d'ici 2-3 ans, sera très vraisemblablement dans la moyenne européenne. Et je ne vois pas, honnêtement, au nom de quoi et de quelle valeur sociale quelqu'un qui soit riche ou pauvre devrait avoir le droit de faire quelques milliers de kilomètres pour quelques dizaines de francs tous les week-ends parce qu'il trouve que c'est bien de faire ça plutôt que de s'occuper près de chez lui. Et c'est clairement, d'après le Parlement, ce ne sera pas des gros effets, 10 à 15% en moins. Mais c'est déjà ça de prix et ça va dans le sens, comme tout le reste, d'une mutation. Et cet argent sera réaffecté en faveur du climat et de la mutation par le Fonds sur le climat. Monsieur Lucarini, 9 Suisses sur 10 voyagent au moins une fois par année, la plupart en avion. Finalement, on a aussi envie de profiter de nos moyens et de se distraire. Alors, je le fais rapidement, mais il y a plusieurs dogmes, croyances en termes de transport. Il y a celui déjà qu'on a entendu avant de l'autre côté, le dogme technologique. Ça veut dire on va faire la même chose autrement. On va vous remplacer votre moteur par un moteur propre qui, lui, pollue ailleurs, dans les usines du monde. Donc ça, c'est pas grave, ça, c'est le premier. Puis il y en a un autre, c'est celui des taxes. De penser que ça va avoir de culpabiliser finalement celui qui fait le transport en le taxant, ça va changer quelque chose. Pourquoi ça ne change rien? Parce qu'on est dans un monde où on n'a pas de revenu minimum, mais on n'a pas de revenu maximum non plus. Donc les taxes, finalement, ça octroie des permis de polluer aux plus riches. Donc ça, c'est évidemment un problème. Et à la fin, les comportements ne changent pas. Par contre, si on rentre dans le... Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas séparer l'urgence écologique de l'urgence sociale. Donc si on rentre dans le champ social, pourquoi est-ce que les gens prennent l'avion? Les publicités vous le disent, c'est le besoin d'évasion. Et ce besoin d'évasion, c'est quoi? C'est de s'évader de son quotidien. Et ça, c'est terrible. Parce que le quotidien des gens, aujourd'hui, c'est métro, boulot, dodo, pour ceux qui arrivent à avoir du boulot, en tout cas, et ceux qui arrivent à dormir. Mais ils ont envie de s'échapper de ça. On leur dit, il faut s'échapper de ça. Ils se réjouissent d'aller reproduire exactement la même chose à l'autre bout du monde, dans les mêmes conditions, où juste l'eau est turquoise, et se réjouissent que leurs enfants, ils ne les ont pas vus pendant 2 semaines, parce que personne ne souhaite ça. C'est une forme d'aliénation sociale. Donc si on veut lutter contre les voyages et la mobilité à travers le monde, il faut aussi travailler dans le champ social. Alors, rapidement, en 2 secondes... Non, on n'a plus le temps. En 2 secondes, monsieur Ehrlich n'a pas beaucoup parlé. Madame Jacou, monsieur Ehrlich n'a pas beaucoup parlé. Juste en 30 secondes, votre avis par rapport à la taxe avion? Alors, je pense que c'est une très très bonne mesure. Maintenant, l'idée, c'est pas d'interdire l'avion Évidemment, les experts du GIEC qui iront à Santiago de Chili l'année prochaine iront certainement en avion, donc c'est quelque chose qui reste un outil de travail absolument indispensable. Maintenant, pour revenir sur la taxe, c'est une taxe qui va rapporter énormément d'argent. Il faut voir ça. S'il y a 29 millions de passagers en Suisse par année, avec un ordre de grandeur de 30 à 120 francs par passager, on va arriver à des 800 millions, voire 1 ou 2 milliards suivant le montant de la taxe. Ce que je veux dire, c'est que ce montant-là, si on en fait la même chose que le programme bâtiment de 450 millions, ça ne sert à rien. Pourquoi? Le programme 450 millions bâtiment, qui est un des programmes phares, n'est pas utilisé. On n'utilise que la moitié. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise que la moitié? Et ça, c'est vraiment important de le savoir. C'est à cause des tracasseries administratives, c'est à cause de la bureaucratie, c'est à cause du Swiss finish. Donc maintenant qu'on est dans l'urgence climatique, il faut aussi qu'on mette en place des solutions qui fonctionnent. Et ça, c'est vraiment l'urgence du moment. Très bien, merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir sur ce plateau. Jessica Jacou, Daniel Brella, Yvan Lucarini, Marc Ehrlich, Fabrice Moschelli et François Pointet. C'est la fin de ce débat. Dimanche prochain, nouveau débat électoral, mais cette fois à Fribourg. Philippe Huvillers et Pierre Meyer seront en compagnie des candidats pour le Conseil des États fribourgeois. Et demain, ne manquez pas le journal de campagne à 19 h. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée sur la télé.